Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec cette découverte macabre au tunnel situé au niveau du pont de l'Émergence. 2 corps sans vie en état de décomposition très avancée ont été retrouvés sur les lieux. La police annonce l'ouverture d'une enquête. Ahmed Bachir Kounta a tiré sa révérence. Le journaliste et porte-parole de la famille Yassane est décédé à l'âge de 82 ans. Témoignage sur l'homme, son parcours à suivre dans cette édition. Et puis la société civile sonne l'alerte en cette période préélectorale marquée par un regain de tension. La synergie citoyenne pour des élections apaisées et crédibles rappelle l'impératif d'avoir une personnalité neutre en charge des élections et la mise à disposition du fichier électoral. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants de développement. Bienvenue à toutes et à tous. 2 corps sans vie retirés du tunnel situé au niveau du pont de l'Émergence. Un drame qui a attiré l'attention de plusieurs passants. Les sapeurs-pompiers ont mis des heures avant d'extraire ces corps en état de décomposition très avancé. Selon des informations, les 2 jeunes garçons sont restés dans ce tunnel depuis plusieurs semaines. La police et le sous-préfet des Parcelles Assainies, présents sur les lieux, ont annoncé une enquête. Al-Hassan Ba, Amadouba. Les recherches ont pris du temps. Les images tristes à voir. 2 corps en décomposition sortis du tunnel. Vers 10 heures, donc les sapeurs-pompiers ont reçu un appel. La personne qui a fait la découverte est un des amis donc, des disparus, donc, qui, après être resté pendant un certain temps sans les voir, a décidé d'aller fouiner un peu dans le canal. Parce que cette personne-là, elle a eu l'information comme quoi il y a eu quand même un incident qui s'est passé ici il y a de cela quelques semaines et que des personnes parmi ses amis ont eu à emprunter le canal. L'origine reste encore inconnue. Un jour, une dame est passée par là. 5 jeunes l'ont agressée et par la suite, elle a perdu la vie. La population riveraine s'est révoltée et a attaqué les jeunes. Ils se sont enfuis et les 2 qu'on vient de sortir ici, c'était ce jour-là, réfugiés dans le tunnel. Ensuite, pour les faire sortir, des jeunes en colère ont brûlé des pneus à l'entrée du tunnel. C'est peut-être la fumée qui les a étouffés, on ne sait jamais. En plus, ils étaient ivres. Pour la plupart, ce sont des enfants abandonnés par leurs parents. Entre agression, vol et troc, ils avaient fini par installer la peur chez des passants. Ces enfants sont abandonnés par leurs parents et pourtant, ces derniers sont tout le temps avertis quand ces jeunes font des dégâts. Mais ils ne disent rien, ça fait mal et dans quelques jours, vous les verrez envahir les médias pour faire le triste juste parce que c'est l'argent qui les intéresse et non la vie de ces petits. Ces derniers sont des innocents, leur âge est compris entre 8, 10 et 12 ans. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Insécurité, non, pas du tout, parce que la police fait énormément d'efforts pour sécuriser la zone. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du drame. Al-Hassan Ba, le Sénégal endeuillé avec le décès de Ahmed Bachir Kounta, l'ancien journaliste à la RTS, a été rappelé à Dieu à l'âge de 82 ans. À la radio-télévision sénégalaise, ses confrères se rappellent d'un homme humble et généreux. Un reportage signé sur place Fatou Bintou Conté et Ahmadou Ba. Bachir Kounta n'est plus. L'homme multidimensionnel est rappelé à Dieu ce jeudi. Porte-parole de la famille religieuse Khadr et illustre journaliste, il s'est tué à jamais. Une grosse perte pour beaucoup et surtout pour la radio-télévision sénégalaise. Une grosse perte pour nous, sa famille professionnelle, pour sa famille biologique, mais pour sa famille religieuse. Ahmed Bachir Kounta, nous avons gardé de lui de merveilleux souvenirs. C'était un homme bon. Décontracté, prêt à, disons, aider les gens à relever le stress. Et il prenait tous les jeunes de la RTS, on avait même l'impression qu'il avait leur âge.
Une institution qu'Ahmed Bachir Kounta a intégrée vers la fin des années 59, avec ses débuts à Radio Saint-Louis avant d'atterrir à Dakar comme reporter sportif. C'est un grand professionnel. D'abord, journaliste sportif à ses débuts. Il a marqué des générations. Je n'en fais pas partie parce que j'étais encore jeune pour l'écouter. Mais il m'a été donné d'écouter certains de ses enregistrements et croyez-moi, c'était un grand reporter sportif. Personnellement, il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris l'histoire du sport sénégalais, mais aussi il nous a parlé de ses expériences un peu partout à travers l'Afrique. Difficile de savoir à quelle catégorie socio-professionnelle il appartenait, tant l'homme était à équidistance de tous les foyers religieux. Quand il y avait parfois de grands événements, c'est lui qui était là. Par exemple, je me rappelle quand il y a une disparition d'un guide religieux, d'un calife, quelle que soit la confrérie. Bachir n'avait pas de confrérie, bien vrai qu'appartenant à la confrérie Khadria, mais il était là pour apporter la bonne parole, le bon mot, la bonne idée pour essayer de booster. Un homme, j'allais dire un grand érudit de l'islam, qui connaissait bien sa religion, qui n'y allait pas de main morte quand il s'agissait de dire ce qu'il y a dans le livre saint, c'est-à-dire le Coran. C'est pourquoi la RTS, 20 ans après sa retraite, n'a pas voulu se séparer du doyen, et ce jusqu'à la mort. Ahmed Bachir Kounta était connu dans le milieu médiatique et politico-institutionnel. Il était depuis quelques années le porte-parole de la famille Ndiassane, dont il est issu, mais aussi sénateur sous le régime d'Abdoulaye Wade. Son portrait avec Koumba Amatlo. La triste nouvelle est tombée ce matin. Ahmed Bachir Kounta n'est plus. Il a rendu l'âme suite à une opération chirurgicale. À l'âge de 82 ans, d'une grande érudition, Ahmed Bachir Kounta, né le 1er mars 1937 à Saint-Louis, était le porte-parole de la grande famille religieuse des Kounta d'Ndiassane. L'homme était également connu dans le milieu médiatique et politico-institutionnel. Journaliste de formation, il a embrassé le métier en 1960 à l'ORTS. Ce grand reporter sportif des années 60-70 a aussi guidé les pas du journaliste sportif Abdoulaye Diaw et de bien d'autres, ce qui lui a valu d'être honoré par l'Association nationale de la presse sportive l'année dernière. Il a aussi été rédacteur en chef des informations et des programmes de la chaîne nationale. Ahmed Bachir Kounta, journaliste mais aussi parlementaire, il faisait partie des 65 sénateurs nommés sous le régime de Wade. Malgré toutes ses casquettes, l'homme s'est toujours revendiqué militant du parti de l'humilité, car selon lui, toute grâce revient à son Seigneur. Il vient de rejoindre son Seigneur ce 17 janvier. Une grande perte pour les Sénégalais qui se rappelleront toujours de son traditionnel message de paix et de fraternité à la fin de chaque édition. Nous parlons politique à présent avec le sondage publié par la députée Adim Bergane Kanouté sur sa page Facebook, donnant Macky Sall vainqueur du scrutin présidentiel du 24 février prochain à 57,34% au premier tour, et qui continue de soulever des polémiques. Selon Moussa Taye de Taxawu Sénégal, c'est un plan de communication issu de Benno Bokk Yakaar qui prépare des fraudes électorales. Il appelle les membres de l'opposition à la vigilance. Moussa Taye, que je vous propose d'écouter, ses propos sont recueillis par Alassane Ba et Amadou Ba. D'abord, d'un point de vue de principe, je crois que les sondages sont interdits, de même que la publication. En tant que député, elle ne devrait pas violer la loi. Mais il n'y a pas de sondage en réalité. Il n'y a pas d'étude sérieuse sur cette question-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un plan de communication issu du plan de fraude électorale orchestré par Benno Bokk Yakaar. Le Premier ministre Abdoulaye Dione avait déjà annoncé 5 candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, ils annoncent des chiffres pour légitimer une hypothétique victoire au premier tour. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire comprendre aux Sénégalais, c'est que le second tour est inévitable. Il est incontournable. Et pour moi, ce qui est important pour l'opposition, c'est de rester vigilant et de ne jamais accepter que la volonté populaire soit confisquée. Mais pire qu'un hold-up, c'est un coup d'État électoral. Et on ne peut pas aujourd'hui, en l'état actuel, décréter que Macky Sall peut gagner à 57%. Aux dernières élections législatives,
La coalition Benno Bokk Yakaar n'a obtenu que 49% des suffrages. Et entre juillet 2017 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de scandales qui font que même certains qui étaient Macky Sall l'ont quitté. Donc la majorité présidentielle s'effrite de jour en jour, dégringole de jour en jour. Est-ce que Macky Sall peut même aller au second tour? C'est une question qu'on peut se poser. Le porte-parole de Rewmi, Abdourahmane Diouf, annonce à l'UGB que le Conseil constitutionnel a été manipulé sur le parrainage avec un logiciel informatique programmé en faveur de Macky Sall et que les juges ne maîtrisent pas encore. Ces mêmes erreurs peuvent être répétées pour la présidentielle du 24 février prochain. Selon lui, l'invalidation de plusieurs candidatures à la présidentielle du 24 février prochain est tout sauf du droit. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Ce qui est en train de se passer au niveau du constitutionnel n'est pas du droit. Et que le juriste que je suis, les juristes qui sont dans la salle, tous les professeurs d'université qui ont l'habitude d'enseigner à leurs étudiants d'une façon orthodoxe le droit constitutionnel, ont mal aujourd'hui dans leur peau, et je l'assume, c'est une honte. Parce que le Conseil constitutionnel a été manipulé. Le Conseil constitutionnel a travaillé suivant des bases informatiques avec un logiciel qu'il ne maîtrise pas du tout. Ils sont des juristes, ils ne sont pas des informaticiens. Et quand bien même ils ont des techniciens informatiques qu'on a mis à leur disposition, le travail est biaisé à la base au point que la machine sort le résultat qu'on a paramétré en amont et qui sort le résultat conforme aux intérêts du ministre de l'Intérieur qui travaille pour les intérêts du candidat Macky Sall. C'est ce qu'on a dit. Tout a été dit sauf le droit. Et on le répète, on le réitère. À chaque fois, le Conseil constitutionnel est dans une situation de donner une réponse. La réponse est toujours favorable au président de la République. Les germes d'une crise électorale décelée par la société civile poussent ses membres à sonner l'alerte pour un climat apaisé. La synergie citoyenne pour des élections apaisées et crédibles au Sénégal rappelle l'impératif d'avoir une personnalité neutre en charge de l'organisation des élections et la mise à disposition du fichier électoral, entre autres. Moundiaï Sissé de l'ONG 3D en parle au micro de Mambiram Diouf. Aujourd'hui, les germes d'une crise préélectorale et électorale sont en train de s'installer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'élimination de M. Karim Wade et de M. Khalifa Sall, qui s'est passé après la question du parrainage, parce qu'ils avaient passé le parrainage. Nous, notre mission s'arrêtait au parrainage. Il y a la question du ministère de l'Intérieur recusé. Encore une fois, ce n'est pas la personnalité d'Aly Ngouille Ndiaye qui est remise en question, mais c'est la nécessité et l'exigence d'avoir un ministre chargé des élections à côté du ministre de l'Intérieur, une personnalité indépendante et neutre pour organiser les élections. Nous pensons que ce n'est pas encore trop tard et c'est une revendication légitime de l'opposition. Une autre revendication de l'opposition, c'est la mise à disposition du fichier. On pouvait comprendre qu'on nous avance des excuses pour dire qu'on ne peut pas mettre à disposition le fichier parce qu'il y a le parrainage, il y a une velléité de recopier le fichier pour en faire un instrument de parrainage. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses possibles. Le fichier doit être mis à la disposition des candidats. Parce que le code n'est pas fermé. Le code ne dit pas qu'il faut remettre le fichier 15 jours ferme avant les élections. Mais le code dit qu'au moins 15 jours avant les élections, ça veut dire que qui peut le plus peut le moins. Pendant ce temps, les populations de Kaffrine attendent avec impatience le bitumage de la route Kaffrine-Nganda. Le lancement des travaux est prévu ce 18 janvier. Elle met en garde les autorités étatiques contre toute tentative de jouer avec leurs espoirs. Ibrahim Diamé. Depuis quelque temps, le gouvernement de Macky Sall multiplie les cérémonies de lancement de travaux et de pose de première pierre. Ce 18 janvier d'ailleurs est prévu le lancement des travaux de la route Kaffrine-Nganda. Les populations locales souhaitent qu'elle ne soit pas encore une promesse électoraliste comme cela a toujours été le cas. On a vu que c'était une promesse depuis 2015 et ça tardait à réaliser. Donc si toutefois que les choses arrivent à ce moment, les gens ont des doutes à ce que ça soit des promesses électorales. Nous exhortons vraiment le président pour que
cela soit vraiment une réalité. Parce que depuis des présidents, on a eu des promesses. Et que cette fois-ci, vraiment, on veut que ça se réalise. La cérémonie de lancement des travaux est prévue à Kaffrine, mais les populations de Katakel et de Nganda opposent au niet catégorique. Chacune des deux parties réclame la tenue du lancement dans sa localité. Le combat a été mené au sein de Nganda et du village environ. Donc, c'est Nganda qui doit accueillir Monsieur le Premier ministre et sa délégation pour lancer, pour lancer le projet. C'est ça, il faut être clair. Certains disent que la pause doit se faire à Kaffrine, d'autres disent que la pause doit se faire à Nganda, mais nous disons que la pause doit se faire à Katakel. Pourquoi nous disons que la pause doit se faire à Katakel? Katakel est le siège. Nous ne pouvons pas comprendre des responsables qui sont en quête de légitimité, qui veulent faire la pose de la première pierre à Kaffrine. Ça, c'est inadmissible. C'est le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui est annoncé pour présider la cérémonie. Les populations qui exigent le démarrage sans délai des travaux après le lancement demandent en même temps le recrutement des jeunes de la localité dans ces travaux. Mettre à profit les TIC en faveur de la santé des populations, c'est l'objectif visé par le plan stratégique santé digitale. Il a été lancé ce matin par le ministère de la Santé en partenariat avec le ministère de la Communication. Abdoulaye Diouf Sarr, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Dissa Prera. Le premier enjeu, c'est d'adapter très rapidement tout ce qui est législation et réglementation à l'ère du numérique pour que la santé puisse prendre le train du numérique. L'autre aspect, c'est d'adapter aussi la gouvernance du système de santé à la nécessité d'utiliser le numérique dans notre secteur. L'autre élément, c'est une mise à niveau technologique de nos infrastructures de santé et du système pour que l'utilisation du numérique, aussi bien en matière de prévention qu'en matière de soins, puisse se faire. Je me réjouis de voir effectivement qu'un certain nombre de projets sont déjà en route avec le ministère qui s'occupe d'éthique pour prendre en charge ce nouveau paradigme. L'informatisation du dossier médical, la transversalité et bien entendu la portabilité du dossier. Tout cela, ce sont des préoccupations essentielles que nous sommes en train de prendre en charge. Et puis les travailleurs de l'AIBD menacent de paralyser le fonctionnement de l'aéroport à tout moment. Ils dénoncent la gestion de Pape Mayel Diop. Ces 546 travailleurs demandent au DG de l'ADS de payer leur prime de valeur de points indiciaires, mais aussi de faire le point sur l'argent de leur coopératif d'habitat. À l'intersyndicale de l'AIBD faisait face à la presse, compte rendu signé Abdourahmane Diallo et Momodou Gueye. Des travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne très remontés contre le directeur général de l'ADS, Pape Mayel Diop. Ils réclament leur argent à ce dernier. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Au nom de quoi il ne veut pas payer cette prime-là qui a été payée de surcroît. Je vais vous dire, l'ensemble des autres structures de la plateforme ont reçu cette prime-là. C'est seuls les ex-travailleurs de l'ADS qui sont aujourd'hui chez l'AS qui n'ont pas encore perçu ces primes. Au nom de quoi? Voilà, maintenant le problème du foncier aussi, il faut que ça soit réglé. Il y a aussi une dernière chose, c'est la VPI, la valeur de points indiciaire, qui doit être payée à nos collègues des aéroports régionaux. Ces 456 travailleurs n'excluent pas de paralyser le fonctionnement de l'aéroport Blaise Diagne. Ça, on veut le dire tout de suite et on le dit haut et fort. Il faut que les gens s'attendent à des complications, à des perturbations à tous les niveaux si Pape Mayel Diop ne paie pas les montants qu'il est en devoir de payer à l'ensemble des travailleurs qui sont ici. Ces travailleurs ajoutent que Pape Mayel Diop ne gère pas les intérêts des Sénégalais. Il dénonce aussi sa gestion. Grogne des travailleurs des forages ruraux du Sénégal. Ils ont déploré en marge de leur Assemblée générale nationale organisée à Ziguinchor leurs mauvaises conditions de travail, le manque d'équité dans le traitement salarial, entre autres. Leur président, Cheikh Ouagna, que je vous propose d'écouter, ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Parce que nous qui sommes des travailleurs résidents dans le monde rural, et qui approvisionnons 70% de la population en eau, on tarde à avoir un statut du conducteur de forage. Et puis les salaires pour la plupart de nos collègues sont dérisoires. Et puis le conducteur de forage, c'est un travailleur à part, parce que c'est un travailleur qui travaille 365 jours sur 360, sans congé, sans dimanche, sans repos,
sans indemnité, sans traitement social. De toute façon, nous nous décarcassons pour approvisionner les populations rurales en eau, mais le retour de l'ascenseur n'est pas toujours de mise. Par rapport à nos collègues, de toute façon, la mobilisation, c'est la mobilisation. On doit serrer les rangs, serrer les coudes pour se battre pour des lendemains meilleurs pour les travailleurs que nous sommes. Nous allons à présent à Saint-Louis avec le colonel Abdoulaye Diop, le directeur des parcs nationaux qui a visité le parc de Djoudj. Et c'est dans le cadre du comptage des oiseaux. 80 espèces d'oiseaux ont été retrouvées sur place. Le nombre total s'élève à 440 000, mais le parc est surtout menacé par le front risicole et le directeur prône de nouvelles stratégies pour faire face à ces menaces. Ousseynou Abibsek. Avec ses 444 oiseaux d'eau enregistrés, le parc de Djoudj est aujourd'hui menacé par les changements sociaux, environnementaux et économiques. Ici, l'avancée galopante du front risicole constitue une menace pour les milliers d'espèces qui vivent dans cette partie nord du pays. En tournée à Saint-Louis, le directeur des parcs nationaux du Sénégal a fait le point du décompte des oiseaux et tire la sonnette d'alarme. Nous avons dénombré plus de 80 espèces d'oiseaux d'eau. On précise oiseaux d'eau puisqu'il s'agit d'oiseaux d'eau, c'est-à-dire des oiseaux qui sont un peu inféodés au milieu aquatique. Bien sûr, ce n'est pas le seul site. Aujourd'hui, il y a le Djoudj, mais il y a 5 autres sites dans lesquels ce dénombrement se fait au niveau du bas delta du fleuve Sénégal, que ce soit au niveau du Ndiaël, que ce soit au niveau de la langue de Barbarie, aux alentours de Saint-Louis. Dans le parc de Djoudj, la pression de la pêche illicite et les produits toxiques issus des champs menacent le site. Pour faire face à ces nombreux problèmes, les autorités peaufinent des stratégies afin de préserver ce lieu qui participe au développement économique et touristique du pays. Au niveau du parc du Djoudj, je pense que la valeur ornithologique du parc se maintient, même si par ailleurs on peut constater des dégradations. Mais ces dégradations, il faut les corréler avec les dégradations hors parc. En tout cas, les conditions ne sont pas plus mauvaises au niveau des tropiques qu'au niveau des pays du Nord, puisque les problèmes environnementaux sont toujours les mêmes. Au niveau du parc du Djoudj, je pense que la valeur ornithologique du parc se maintient. 80 espèces ont été enregistrées dans le parc de Djoudj qui s'étend sur une superficie de 16 000 hectares. Une digue de protection est même prévue pour éviter le contact permanent entre les oiseaux du parc et les produits toxiques déversés par les paysans. Ousseynou Diop, retour à Dakar avec la 3e édition de la journée sur la dématérialisation des procédures douanières et des formalités du commerce de l'extérieur. Objectif, partage et vulgarisation du système Gaindé à travers un dédouanement informatisé. Près de 300 participants issus de toutes les parties prenantes y ont pris part. Compte rendu signé Aïssatou Gueiba et Mohamed Dian. C'est une journée basée sur l'étude de la dématérialisation des procédures douanières. Une rencontre avec plusieurs acteurs. Une étude qui a nécessité l'intervention de nombreuses applications. C'est une journée de partage sur les applications informatiques de la douane. Applications informatiques douanières et administratives. Donc c'est normal que si la douane fait des applications au service de l'économie, au service des opérateurs économiques et au service des populations, que cette douane invite donc les opérateurs économiques autour d'une réflexion pour partager ces applications. Entre autres outils qui devront être utilisés, le système Gaindé. On va insister davantage cette année-ci sur la dématérialisation des procédures parce que le système Gaindé date de 1990. Il y a eu plusieurs versions. Mais aujourd'hui, la version la plus achevée s'appelle Gaindé Intégral. Donc c'est une version qui va permettre de procéder au dédouanement des marchandises dans un environnement dématérialisé, donc un environnement sans papier. À cet effet, tout est informatisé pour garantir la simplification, la rapidité et la fiabilité des opérations douanières. La perte de temps qu'on avait auparavant, on a maintenant un gain de temps avec la dématérialisation, ce qui permet d'agir sur le temps de dédouanement, d'agir sur les coûts et on peut disposer de son bon à enlever qui est donc le quitus délivré par la douane pour disposer de sa marchandise
en 24 heures. Lancé depuis quelque temps, le système Gainé représente un programme phare dans la régulation des procédures douanières. Système dont l'objectif actuel est de faciliter les échanges et la modernisation. Et puis la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes et le ministère de la Femme ont rendu visite aux porteurs de projets du département de Tivaouane au montant de 427 millions de francs CFA pour le financement des projets a été annoncé. Chertidiane Dion Khaligay. 347 projets pour 18 communes du département de Tivaouane. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a déboursé une enveloppe de 427 millions de non-francs pour des projets structurants et l'autonomisation de la femme. Le département de Tivaouane où nous sommes aujourd'hui, nous avons alloué une enveloppe globale de 427 millions de francs CFA et 271. Les 427 millions ont été entièrement décaissés. Donc bravo à Tivaouane qui a pu utiliser l'enveloppe qui a été allouée au département en termes d'autonomisation économique pour les femmes et les jeunes. Le ministère de la Femme, un partenaire privilégié de l'ADER, depuis quelques mois, les deux entités travaillent la main dans la main. Vous n'êtes le ministère de la Femme, qu'est-ce que J'avoue que mon département est en train de faire des efforts. Il reste encore des choses à faire. C'est ainsi qu'on a décidé de collaborer avec l'ADER pour appuyer financièrement les porteurs de projets. Bator Mané, parmi les porteurs de projets, maîtrise les termes de référence. Aujourd'hui, nous sommes satisfaites d'être parmi les bénéficiaires et nous avons l'obligation de rembourser. À défaut, vous voyez ce bâtiment d'en face, c'est la gendarmerie. La suite, vous la devinez. Le 11 mai, l'ADER, en collaboration avec le ministère de la Femme, avait sillonné la région de Thiès pour identifier les besoins des porteurs de projets, chose matérialisée, synonyme de ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Cher Diane Dion, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.